Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous voici arrivés à nos séances de révision. Je commencerai par la première qui concerne le potentiel chimique et le diagramme lunaire. Et je diviserai cette séance en deux parties, c'est-à-dire que je parlerai tout d'abord de rappel des notions de potentiel chimique, rappel que vous m'avez pratiquement tous demandé. Puis nous passerons dans la seconde partie de cette séance à une revue rapide de la correction des exercices que je vous avais donnés lundi et dont vous avez la correction donc complète, vous l'aviez depuis hier. Alors, je commence par un rappel de ce qu'est un potentiel chimique. Tout d'abord, j'ai besoin de définir un système physico-chimique, c'est-à-dire constitué de composés chimiques, chacun avec un nombre de moles, donc A1, A2, A3, avec un nombre de moles N1, N2 et 3, à une température et une pression donnée. Alors, si ce système, qui a une limite, bien sûr, échange avec l'extérieur de l'énergie de la matière, on dit que ce système est ouvert. S'il n'échange que de l'énergie, on dit qu'il est fermé. Et s'il n'échange ni énergie ni matière, eh bien, on dit que c'est un système isolé. Dans notre cas, nous considérons les systèmes fermés, c'est-à-dire qui n'échangent que de l'énergie avec le milieu extérieur. Alors, qu'est-ce qu'un potentiel chimique? Un potentiel chimique est une grandeur, très bien, molaire, donc donnée par mol de composé, partielle, c'est-à-dire que je peux la donner pour A1, cette grandeur, uniquement par mol de A1. Je peux la donner par mol de A2, par mol de A3. La grandeur totale étant donnée pour tous les composés à la fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons une grandeur Z. C'est une fonction extensive si elle dépend du nombre de moles, de la quantité de matière. Cette grandeur, donc, dépend du nombre de moles, de la température et de la pression, comme on l'a vu ici. Alors, ces variables sont dites variables de Gibbs. Donc, c'est une variable globale, extensive. Comment je peux définir la grandeur Z, mais par mol, donc intensive, elle ne dépend pas du nombre de moles, et partielle, c'est-à-dire pour un composé uniquement? Eh bien, il me suffit de dériver la grandeur, si vous dérivez votre grandeur extensive, par rapport au nombre de moles du composé I, en gardant tout le reste constant, c'est-à-dire la température, la pression et les nombres de moles de tous les autres composés, sauf I constant, vous obtenez quoi? Vous obtenez la grandeur Z molaire partielle de I, du composé I. Donc si vous faites ça pour le composé 1, pour le composé 2, pour le composé 3, etc., vous pouvez tout à fait revenir à votre grandeur, votre fonction extensive, le grand Z, eh bien, en sommant ces différentes grandeurs molaires partielles, sans oublier à chaque fois de multiplier par le nombre de moles qui lui correspond. Dans le cas d'un corps pur, les choses sont un peu plus simples, puisque vous n'avez qu'un seul constituant, donc un seul nombre de moles de ce constituant. Donc, la grandeur molaire, on ne dit pas partielle, parce que votre corps est tout seul, le composé est tout seul. Donc, on met une petite étoile pour marquer le fait que c'est un corps pur. Mais vous, bien sûr, utilisez exactement la même expression, la même formule. Vous allez dériver Z par rapport à dN, tout simplement, en gardant Tp constant, puisqu'il n'y a aucun autre J à part votre composé, donc I, le composé dont il est question ici. Et bien sûr, Z est égal à cette grandeur molaire partielle, fois le nombre de moles du composé, du corps pur que vous avez ici. D'accord? Je vous propose de prendre un exemple concret d'une grandeur que vous connaissez très bien et que nous allons retrouver tout à l'heure,
qui est le volume. Le volume est une fonction extensive, elle dépend de la quantité de matière. Ici, je veux calculer le volume molaire. Alors ici, je vais travailler sur un corps pur, mais on verra tout à l'heure quand c'est un mélange de corps, donc le volume molaire partiel. Ici, prenons le cas d'un corps pur. Alors, on va utiliser la même formule, c'est-à-dire pour trouver le volume molaire, je vais dériver le volume par rapport au nombre de moles en gardant Tp constant. D'accord? Mais je dois considérer ici deux cas, c'est-à-dire est-ce que votre corps pur est un gaz ou bien est-ce qu'il est à l'état condensé, c'est-à-dire liquide ou solide. Si c'est un gaz et qu'on considère qu'il est parfait, c'est-à-dire que je peux utiliser la loi des gaz parfaits, bien vous voyez bien que vous pouvez dériver dV par rapport à dN. Ici, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez RT sur P. Le volume molaire pour un gaz parfait, eh bien c'est RT sur P, il dépend de T et de P. Par contre, si c'est un liquide ou un solide, eh bien vous allez utiliser plutôt la masse volumique. Masse molaire sur volume molaire. Et cette fois-ci, votre volume molaire est égal à masse sur ρ, et c'est une constante. Elle ne dépend pas de T et de P. Effectivement, l'état liquide et pour l'état solide, le volume molaire est très peu influencé, si ce n'est pratiquement pas du tout, par la température et la pression. Bien. Maintenant qu'on a vu la grandeur volume et qu'on a vu le volume molaire, c'est-à-dire la grandeur molaire pour un volume, eh bien, le potentiel chimique, il s'agit de quelle grandeur molaire partielle? Eh bien, il s'agit de l'enthalpie libre de Gibbs. L'enthalpie libre de Gibbs est une fonction extensive qui dépend de la température, de la pression et bien sûr des nombres de moles puisqu'elle est extensive. Et donc, je peux exprimer une différentielle, la différentielle de l'enthalpie. Donc, qu'est-ce que j'exprime? La différentielle de l'enthalpie, dG dépend de la pression, dépend de la température et dépend aussi des nombres de moles. Donc, je dérive G par rapport à P en gardant la température et tous les n constants, plus la dérivée partielle de G par rapport à la température en gardant la pression et tous les n constants, plus la dérivée de G par exemple par rapport à dN1 en gardant TP, N2, N3, etc. constants, plus la dérivée partielle de G par rapport à N2 en gardant TP et N1, N3, etc. constants, donc c'est-à-dire la somme de tous les dG par rapport au D de NI en gardant TP, les NJ différents de I constants. Donc là, voici l'expression de la différentielle de l'enthalpie. Vous devez bien sûr prendre en compte le fait qu'elle soit fonction du nombre de moles puisque c'est une fonction extensive. Or, avez-vous remarqué que cette expression, la dérivée d'une grandeur par rapport au nombre de moles, I, en gardant Tp les Nj constants, est-ce que ce n'est pas l'expression d'une grandeur molaire partielle? C'est l'expression de l'enthalpie libre molaire partielle. Eh bien, l'enthalpie libre molaire partielle n'est rien d'autre que le potentiel chimique. Nous l'appelons potentiel chimique. Alors, l'année dernière, en première année, vous avez vu ces relations de Gibbs-Helmholtz, vous les avez démontrées. Vous avez montré que la dérivée partielle de l'enthalpie libre par rapport à la pression est égale au volume. La dérivée partielle de l'enthalpie libre par rapport à la température est égale à moins l'entropie. Et bien sûr, nous allons remplacer l'enthalpie libre, la dérivée partielle de l'enthalpie libre par rapport au nombre de moles de I par le potentiel chimique. Donc voici l'expression que vous devez retenir de la différentielle de l'enthalpie libre de Gibbs
elle est fonction de P, fonction de T, fonction de DNI. Dans le cas d'un corps pur, bien sûr, l'enthalpie libre molaire d'un corps pur, on l'a dit, ce n'est rien d'autre que le potentiel chimique d'un corps pur. Donc c'est la dérivée partielle par rapport au nombre de moles en gardant T et P constants. Et bien sûr, vous pouvez remonter à la fonction d'état G, la fonction extensive, en multipliant par le nombre de moles. Alors, bien sûr, le potentiel chimique ou l'enthalpie libre molaire dépend de P et de T et ne dépend pas, bien sûr, de N. Il ne dépend pas de N, puisque c'est une grandeur intensive, contrairement à la grandeur extensive. Donc, comme on l'a fait ici, l'écriture de la différentielle de l'enthalpie libre, qui dépend de P, T et N, on exprime aussi la différentielle du potentiel chimique qui dépend de P et de T. D'accord? Alors, ceci se démontre, la dérivée partielle du potentiel par rapport à P est égale au volume molaire partiel. Ça se démontre, mais si vous voulez, comme vous l'avez fait pour la grandeur G, vous voyez que dG par rapport à P vous donne le volume V. Ici, D mu par rapport à P vous donne le volume molaire. dG par rapport à T vous donne moins l'entropie. D mu par rapport à T vous donne moins l'entropie molaire. Et ce qui est intéressant à observer ici, c'est que mu est une fonction croissante de P, puisque le volume molaire est positif, mais c'est une fonction décroissante de T, puisque moins l'entropie est négative. Donc le potentiel chimique est une fonction croissante de P et décroissante de T. Alors, c'est bien beau de définir les dérivés ou les différentiels du potentiel, mais le potentiel mu, il est égal à quoi? Bien, le potentiel mu, si vous voulez avoir le potentiel mu, il va falloir intégrer. Donc pour cela, on utilise en général l'expression de d mu par rapport à dp. Alors c'est partiel ici, nous ne sommes pas dans le cas des corps purs, en gardant t et tous les nj différents. Là c'est les ni, pardon, pas nj différents. Les températures et tous les n sont constants, il n'y a que p qui diffère, donc il va falloir corriger ici. Donc c'est égal au volume molaire partiel. Alors, si je prends le cas des corps purs, d'accord? Alors, si c'est un corps pur gazeux, on vient de le voir tout à l'heure, un corps pur, donc vous aviez le volume molaire. Et on vient de le voir, le volume molaire est égal à RT sur P. Donc, vous intégrez mu entre P0 et P. Donc, vous aurez tout simplement le potentiel chimique d'un corps pur qui dépend de Tp. C'est le potentiel standard pour P0, c'est-à-dire 1 bar, une atmosphère, plus RT log de P sur P0. Donc, c'est une intégrale très, très facile à faire. Pour les phases condensées, on l'a dit, c'était une constante. Le volume molaire est une constante. Vous voyez, l'intégrale se fait rapidement. Alors ce petit v, c'est le volume molaire. Donc pour éviter, pour ne pas mettre en indice petit m, j'utilise en général petit v pour dire que c'est un volume molaire. Sinon vous mettez grand V, petit m. C'est à peu près la même écriture. Donc vous voyez que donc, quand vous intégrez, vous trouvez tout simplement le volume fois P moins P0. Alors en général, si on vous le dit, bien sûr, mais en règle générale, cette partie de l'expression est négligeable, elle est très faible, c'est-à-dire qu'en règle générale, pour les phases condensées, le potentiel chimique est égal au potentiel standard. Les pressions influent très peu sur le potentiel des phases condensées. Donc, bien sûr, vous faites cette approximation si on vous le dit. Alors, dans le cas où vous avez un mélange,
Cette fois-ci, bien sûr, vous utilisez cette expression, donc I, c'est un volume molaire partiel, et c'est RT sur PI, cette fois-ci. Et donc, vous faites la même chose, vous allez bien sûr intégrer, sachant que PI est égal à la fraction molaire du composé I dans la phase gazeuse, fois la pression. Et vous retrouvez cette expression, si vous faites ce calcul d'intégrale, vous allez trouver que le potentiel chimique du composé I dans un mélange est fonction de la température, de la pression partielle et de YI ou bien de la pression. Donc c'est le potentiel chimique du corps pur, c'est celui-là, du corps pur, et vous rajoutez quoi? Vous rajoutez RT log de YI, vous rajoutez bien sûr la fraction molaire. On fait exactement la même chose en phase condensée, on retrouve la même formule, sauf que le potentiel chimique d'un corps pur pour une phase condensée, on peut tout à fait le prendre comme étant en première approximation égal au potentiel standard. Et vous rajoutez bien sûr la fraction molaire, RT log de XI. Donc voici les expressions des potentiels chimiques très faciles à retenir. Si on passait maintenant au diagramme